Charles, we're here to see some ghosts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin de débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Julie. Ensemble, nous allons nous plonger dans l'histoire de grands hommes qui ont dédié une partie de leur vie au paranormal alors qu'ils n'y étaient pas destinés. Victor Hugo, Camille Flammarion, Thomas Edison et Charles Dickens étaient passionnés par les phénomènes paranormaux et certains faits vont sûrement vous étonner. Coucou Julie, comment ça va ? Salut Vanessa, écoute, j'ai envie de dire que je meurs de chaud, mais j'ai peur de me faire des ennemis. C'est surtout l'utilisation du terme « meurt ». C'est approprié à ta profession. J'allais justement te demander comment va le métier de croque-mort en ce moment. Est-ce qu'il se passe des choses ? Alors écoute, après 2 années de surmortalité covidesque, on est en recul de mortalité, hein, donc c'est bien en même temps, ça veut dire que les gens meurent un peu moins. Ouais. Donc tant mieux. C'est bizarre parce que en plus je voulais te poser la question, je voulais te demander c'est bizarre parce que dans les infos genre du jour au lendemain ils ont arrêté de parler du Covid, tu sais quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est genre comme si le Covid n'existait plus, mais je me demandais si derrière il se passait encore des choses. Il existe encore un peu le Covid, il est toujours présent, moins. Après, on est en période d'été, donc on sait que ça recule toujours tu vois, le virus recule toujours en période d'été, et en général, il réattaque mi-septembre. Donc pour l'instant, on est tranquille, mais voilà, il y a un net recul quand même. On voit une amélioration, donc j'espère que, ma foi, pour les années à venir, on va être tranquille, quoi. Ce serait bien qu'enfin ça recule. Après, les spécialistes avaient l'air de dire que ça allait être, tu sais, un petit peu comme la grippe, ça allait être quelque chose qui allait rester plus ou moins, mais que maintenant on allait développer des défenses immunitaires. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas. Mais du coup, toi, t'as beaucoup moins de décès par rapport à ça. Oui, moins de décès Covid et moins de décès tout court. Ok, écoute, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, en tant que croque-mort, si c'est une bonne nouvelle pour l'activité, mais en tout cas pour nous, êtres humains, c'est bien. Si, c'est une bonne nouvelle quand même. Très bien. Bon, écoute, le sujet du jour, une fois de plus, n'a rien à voir avec les croque-morts, la mort, tout ça. Quoique toutes les personnes dont on va parler sont toutes décédées. Mais on va surtout parler de personnes qui sont des grands noms de l'histoire et qui se sont fait connaître pour certaines choses, mais qui finalement, dans leur parcours, ont à un moment ou à un autre eu une grande partie d'intérêt pour le paranormal. Et c'est assez fascinant parce que certaines personnes justement n'étaient pas prédestinées au paranormal, ou en tout cas à enquêter les phénomènes paranormaux. Donc on a voulu étudier 4 grands noms: Charles Dickens, Camille Flammarion, Victor Hugo et Thomas Edison. On a toutes deux fait des recherches sur ces grands noms et alors toi tu me diras de ton côté, mais moi j'ai été assez fascinée. Alors autant Camille Flammarion c'est relativement connu, autant Thomas Edison je suis tombée un peu dénue. Est-ce que toi tu as fait de grandes découvertes au cours de tes recherches ? Alors, pareil, Victor Hugo, il est assez réputé, donc c'était... voilà, puis c'est quelqu'un que moi j'avais déjà beaucoup étudié, donc je connaissais bien. Autant je connaissais moins cette partie un peu ésotérique de Charles Dickens, et j'ai appris des tonnes de choses. Et du coup, j'ai appris encore un autre truc, mais je pense que peut-être si tu me laisses en glisser un mot à la fin du podcast, peut-être que j'apprendrai des choses aux gens aussi. Je vais te laisser en glisser un mot et j'espère que c'est aussi fort que le tabac dans l'anus. J'espère que c'est aussi fort que ça. Ah, ouais, alors là, il faut quand même y aller violemment pour avoir un truc aussi fort quand même. On arrive à nous surprendre encore de temps en temps, c'est toujours croustillant. Mais écoute, bien sûr, tu pourras glisser ton information à n'importe quel moment du podcast. N'hésite pas à nous surprendre, on aime ça. Super. Bon, écoute, je te propose qu'on commence directement justement avec ce cher Charles Dickens. Alors, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur lui ? Alors, Charles Dickens, déjà, basique, il est né un 7 février 1812 et il est mort un 9 juin 1870. Ce Charles Dickens, tout le monde le connaît effectivement pour ses ouvrages. On va parler d'Oliver Twist, on va parler d'un conte de Noël avec Scrooge, que maintenant je pense qui est connu dans le monde entier. Plus que lui, malheureusement, mais oui. Sûrement même. Chez Charles Dickens, en fait, ce qui est intéressant, au-delà du paranormal, c'est que lui était déjà très connu de son vivant. Ce qui n'est pas le lot de tous les artistes. Tu sais qu'en général, beaucoup d'artistes passent à la postérité après, une fois qu'ils sont décédés. Or, lui, il écrivait ses nouvelles et ça faisait un tabac à chaque fois.
C'est génial. Et ce monsieur Dickens, en fait, si vous connaissez un peu sa littérature, donc c'est vrai qu'il a écrit beaucoup de choses un peu fantastiques, en fait, à la fois. Tu vois, il y avait un univers assez fantasmagorique dans ses écrits. Et en fait, il a une espèce de fascination pour l'horreur qui lui vient de sa nanny, de quand il était jeune, qui lui racontait à 7 ans des histoires d'horreur. Mais décidément, mais moi c'est pareil, on m'a raconté des histoires de fantômes à 7 ans, mais quel est le problème avec les adultes en fait? Ne faites pas ça à vos enfants. Ne faites pas ça et en même temps, regarde, t'es quand même équilibré et aujourd'hui, ce que tu nous donnes, c'est énorme, je trouve. Peut-être que si t'avais pas eu tes histoires de fantômes quand t'étais petite... c'est sûr que je sais ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. C'est sûr, je serais vétérinaire comme je le voulais à la base, probablement. Mais oui, c'est sûr que c'est lié, mais c'est traumatisant aussi. Enfin, nous, ça nous bouleverse au niveau de tout. Donc, je comprends ce cher Charles Dickens, du coup. Ok, donc sa nanny lui raconte des histoires d'horreur quand il est enfant. C'est ça. Bon, je vais passer très rapidement sur la vie de Charles Dickens parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais par rapport au paranormal, à l'ésotérique, il faut savoir que Charles Dickens est sceptique et il restera sceptique jusqu'à la fin de sa vie. Incroyable, d'accord. Donc c'était Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un sceptique croyant quand même? Sceptique ouvert, sceptique... Parce qu'il y a plein de types de sceptiques. Alors, sceptique ouvert, mais on en reparlera dans la suite des événements. Tu verras l'enchaînement. Mais c'est intéressant quand même parce que voilà, je pense qu'il a fait avancer la cause aussi, quoi qu'il en soit. Voilà. On est bien entendu à l'époque victorienne, donc c'est l'époque où explosent les tables tournantes, les médiums, etc., etc. C'est important de remettre ça dans le contexte de l'histoire parce que du coup, pour la suite, ça va nous permettre de comprendre quand même pas mal de choses. Donc, comme je le dis, il est sceptique. Par contre, il est à fond dans le mesmérisme. Donc, mesmérisme, c'est Mesmer, l'hypnotiseur, et il est fasciné par l'hypnose. Il pense, lui, que l'hypnose, il est convaincu en fait de pouvoir guérir les gens en les mettant sous hypnose. Donc il va lui-même apprendre à hypnotiser les gens et il va hypnotiser la première personne sur laquelle il va faire des expériences et des tests, c'est sa femme Catherine qui souffrait d'anxiété profonde et d'insomnie. Et en fait, il va régulièrement l'hypnotiser pour tenter de la soigner. Bon, l'histoire, ça n'a pas vraiment marché puisqu'il a essayé de la faire interner quand même à plusieurs reprises et elle est morte un petit peu dans la folie, quoi. Voilà. Donc, bon. D'accord. En tout cas, il n'était peut-être pas doué pour l'hypnose, on va dire. Ou peut-être qu'il en a trop abusé et que du coup, il a complètement... Oh là là, mince. Quelle horreur. Peut-être. Et comme Dickens était quelqu'un qui était tout le temps dans le contrôle, il s'auto-hypnotisait, mais il refusait toujours qu'on l'hypnotise lui-même. Je vois très bien ce type de personne, genre moi. D'accord. Voilà, ou genre moi. On comprend, d'accord. Tout à fait. Et en 1844, une nuit, il est visité par un esprit. Ah, ok. Alors, c'est un rêve et pas tout à la fois un rêve, parce qu'il était quand même conscient. Il était dans une sorte de transe, en fait, tu vois. Et en fait, donc, il voit une femme qui est drapée dans un linceul bleu qui flottait et sans le regarder. Et du coup, il est intrigué par cette forme qu'il voit. Alors, après, il dira que c'est l'esprit de Marie. Ah ouais, carrément. Alors que lui n'était pas vraiment croyant non plus, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il était pieux? Non, justement, c'était pas. C'est ce qui fait qu'on s'interroge, c'est parce que justement, lui étant pas du tout croyant, ne croyant pas à toutes ces choses-là, à Dieu, aux religions, tu vas voir, la suite, c'est intéressant. Du coup, comme elle ne parle pas, il lui pose des questions. Il lui en pose plusieurs, elle ne répond toujours pas. Et puis, il finit par lui poser une question et il lui demande quelle est la seule religion qui soit vraie. Et il lui dit peut-être, finalement, que c'est la religion catholique romaine qui est la mieux. Et du coup, elle lui aurait juste répondu c'est la meilleure pour toi. Ok, waouh, d'accord. Voilà. Quand il sort de la transe, il est en pleurs. Ouais. Voilà, il sait pas ce qui s'est passé, il comprend pas, et donc dans son sa première impression, en fait, il dit que c'est Marie.
Voilà. Plus tard, étant donné qu'il est sceptique et tu sais qu'il est toujours dans le contrôle, il va revenir sur ce qu'il dit en disant que c'était peut-être quand même probablement plutôt sa tante Marie Hogarth. D'accord. Mais il ne réfute pas l'apparition. Il réfute juste d'avoir vu en gros la Vierge Marie, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Suite à ça, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont le travailler, et là arrive la partie qui nous intéresse le plus, qui est qu'en 1862, il va rentrer dans un club qui s'appelle The Ghost Club. Incroyable, je veux en faire partie, je veux mon badge. The Ghost Club. Eh bien, écoute, incroyable. The Ghost Club, celui dans lequel il est rentré, existe encore aujourd'hui. Allez, c'est bon, c'est parti. On y va, Julie. Fais ton petit baluchon. On part au Ghost Club. C'est incroyable ce nom, j'adore. Voilà, il faut savoir que c'est en gros le premier SOS fantôme, peut-être même le précurseur des Ghost Hunt. C'est génial. On parle. Alors, quand tu dis Ghost Hunt, c'est Ghost Hunt les événements ou des Ghost Hunt enquêtes? Ghost Hunter? Des Ghost Hunt enquêtes, ouais. Oh, putain, en quelle année on est là? On est en 1862. Putain, c'est génial. Et est-ce que tu sais quelles autres personnes font partie de ce Ghost Club? Parce qu'alors là, moi, ça m'a quand même un peu estomaqué. Et finalement, maintenant que je le vois écrit, je me dis, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est des personnes qui sont aussi issues de la littérature? Tout à fait. Tout à fait. Donc américaines? Non, alors on est en Angleterre, donc elles sont toutes anglaises là, pour le coup. Mais il y en a une surtout. Il y en a deux, mais il y en a une qu'on connaît énormément. Qu'on connaît énormément. Sir Arthur Conan Doyle. Waouh. L'écrivain de Sherlock Holmes. Allez. Et évidemment, quand tu vois Sherlock Holmes, tu te dis, mais c'est bien sûr. Mais oui, bien sûr. Waouh, d'accord. Donc, ce Ghost Club, il est hyper connu. Il y aura d'autres personnalités de la littérature qui en feront partie, comme Oscar Wilde, par exemple, aussi, qui est assez connu. Et alors, il y en a un qui va faire alors, il va pas participer à des enquêtes, etc., mais j'ai trouvé ça tellement génial. C'est Winston Churchill. C'est génial. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité. C'est ça. Je me dis, mais c'est tellement improbable que le gars, il soit dans le club de fantômes, quoi. Oh my God, c'est génial. Et alors, du coup, en quoi consistait ce Ghost Club? Parce que je comprends bien, c'était les premiers chasseurs de fantômes. Est-ce que, genre, ils se réunissaient? Tu sais, je les imagine, là, dans le fumoir, avec leurs gros cigares, en train de se raconter des histoires de fantômes et de débattre. Est-ce que ça existe ou pas? Fait. C'était un peu ça? Ouais, donc le Ghost Club, lui, il a été créé en 1855 et Dickens, lui, il rentre en 1862. Okay. Ce sont des personnes qui étaient au Trinity College à Cambridge, en fait, qui ont commencé à le créer et à se réunir pour parler de fantômes, d'esprits et du surnaturel au sens large du terme, en fait. Ouais, ok. Voilà, parce qu'ils parlaient de fées aussi, enfin, tu vois, de choses vraiment, voilà. Aujourd'hui, on considère que ce club est le groupement le plus ancien dans le paranormal. Putain, le premier groupement connu vraiment qui a pignon sur rue, tu vois, parce que on en parlait dans les journaux aussi. Par exemple, le Times se moquait du groupe sans arrêt dans les tribunes de ses journaux. Oui, très peu étonnant, une fois de plus, que les médias attaquent les gens qui s'intéressent au paranormal, mais c'est bizarre parce que tu vois quand même, bon, je peux comprendre que même ne serait-ce que le nom que moi je trouve très, très cool puisse porter à rire, mais il était quand même composé de grands noms et tous ces noms-là étaient déjà célèbres de leur vivant. Tu vois, quand tu dis Oscar Wilde, tout ça, enfin c'est des gens qui n'ont pas été connus après leur mort. C'est vraiment des gens qui étaient extrêmement célèbres. Donc c'est fou en fait que les journaux les aient attaqués, quoi. Oui, et en même temps, en plus, d'autant que c'était à la mode, quoi, on va dire, à l'époque. Mais en même temps, regarde, c'était à la mode, mais il y avait aussi les Sœurs Fox qu'on ridiculisait aussi. Enfin, tu vois, il y a toujours eu cette espèce de amour-haine, tu vois, envers le paranormal, qu'avait aussi un peu Dickens, en fait, hein, puisque il était
à fond, tu vois, d'un côté avec sa nanny qui lui racontait plein d'histoires de fantômes, de meurtres, de trucs, il était à fond dedans. C'est ce qu'il retransmettait dans ses livres, et à la fois il était hyper sceptique, Ouais. et tu vois, il croyait pas en grand-chose, quoi, en fait. Ouais, Donc ouais, c'est ça que je trouve assez fou. Mhm. Et d'ailleurs, un conte de Noël avec Scrooge, où on ressent bien un peu, je trouve, ce haine-amour du paranormal. Alors maintenant que tout le monde sait ça, ce qui serait cool, c'est que justement vous alliez tous relire le livre en ayant en C'est ce tête qui va se ce passer, truc-là. oui. Et voilà, il y a des choses qui vont, à mon avis, tu vois, sauter aux yeux. Et lui, il avait bien compris, en plus, que les histoires de fantômes à Noël, c'était la recette du succès. Et oui, exactement. Du coup, lui, en fait, il pensait quand même que la majorité des phénomènes paranormaux qu'on pouvait vivre venaient vraiment d'un trouble de la personnalité, tu vois, ou un trouble. Alors à l'époque, ils appelaient ça un trouble des nerfs, donc genre un peu la folie, quoi. Voilà. Et il est rentré dans le Ghost Club pour débunker. C'était le premier débunker. Est-ce que c'est pas un truc de fou, sérieux? C'est génial et en même temps c'est si contradictoire parce que lui qui a vécu un si gros phénomène, mais en même temps je le comprends complètement parce que tu vois moi qui ai vécu un gros truc, moi c'est comme ça aussi que je me suis lancée. J'ai vécu un gros truc, une grosse apparition et j'ai vu mon grand-père. Alors moi par exemple, moi je l'ai reconnu par contre, enfin je l'ai entendu surtout et c'est ça qui a fait que moi j'ai fait des recherches. Mais il y a toujours une partie de moi, toi qui me connais bien maintenant, qui fait que à la fois j'y crois et à la fois tu vois quand tu m'entends parler, je suis quand même hyper sceptique sur plein de trucs. Enfin dans mon discours toi-même tu me reprends souvent parce que j'en suis à me demander parfois si même il y a une vie après la mort. En fait, j'en suis même pas sûre, tu vois. Et du coup, je comprends ce Charles Dickens. Mais tu vois, c'est là où je te dis, il y a sceptique et sceptique. Pour moi, c'est pas vraiment. Enfin, il est sceptique, mais je pense qu'il avait besoin vraiment, tu sais, d'assister à sa preuve en fait, à la preuve qui lui ferait dire, waouh, un petit peu dans la même démarche que moi. Mais il était, tu vois, tu peux pas être sceptique et consacrer autant de temps à la recherche dans le paranormal. Enfin, sceptique, je veux dire sceptique, j'ai pas envie d'y croire, tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. pense qu'il a attendu Oui, jusqu'à oui. la fin de sa vie la preuve, en fait. C'est Il a exactement ça, je C'est pense ça. aussi, mais je trouve ça fou, Ouais. en même temps, tu vois, de se dire que Dickens était certainement un des premiers débunkers de Ça, par contre, l'histoire, c'est génial. Ouais, c'est génial. et voilà, ça me fait encore plus l'aimer, tu vois? Enfin vraiment, voilà, je trouve, Ça me donne envie de me réintéresser à tout ce qu'il a fait, en fait, tu vois, de savoir ces exactement. petits détails. Et Ghost Club, je te jure, le nom, là, il est juste trop mortel, quoi. Il existe encore, ce club, ou pas? Oui, oui, je te l'ai dit tout à l'heure, il existe. Ok. Il a, pendant une petite période, je crois, de une quarantaine d'années, dans les années 1900, il a un peu périclité, on va dire. Ouais, Et normal. là, de nouveau, il existe. Ok. Ils font des enquêtes, ils font plein de choses. Et je suis contente parce que du coup, ils acceptent enfin les femmes qu'ils n'acceptaient pas Ah, avant. ouais, c'est Société clair. victorienne oblige. Mhm. Voilà. Donc on va dire qu'il y a quand même, un peu d'amélioration. Et il y a le poète aussi, si tu connais Yeats, qui est très célèbre Ah oui, oui, grâce oui. au cercle des poètes disparus notamment, qui en a fait partie aussi, C'est fou. effectivement. En Mais fait, il y a plein de gens. oui, puis moi, je trouve ça fou, en fait, que ça attire autant de personnes issues de la littérature. Même, tu Mm. vois, il y a pas forcément de milieu, mais là, dans sa première composition, en fait, il y avait que des gens issus de la littérature. C'est fou quand même, en fait. Et Mais j'imagine que ça les a grandement inspirés. Enfin, t'imagines, leur réunion a dû inspirer des tas d'histoires, quoi. bien sûr, mais en même temps, si tu regardes bien, quand on parle d'Oscar Wilde, si tu connais, alors attends, en français, The Picture of Dorian Gray, le Bien portrait de sûr, Dorian Gray, bien sûr. qui est juste un livre magnifique, je vous encourage Voilà, tous à aller laisse lire, tomber, c'est un bien de mes sûr. livres préférés. Ouais, Tu reconnais l'empreinte paranormale qui s'échappe évidemment. de là-dessus, et lui-même était hyper intéressé par ça. Si tu connais le magnifique poète qui est mon préféré, Gérard de Nerval, Oui, pareil, qui était à fond dedans aussi et qui faisait partie des clubs spirites en France. c'est dingue quand même. Et je peux t'en donner plein d'autres. On a Balzac, on a Edgar Allan Poe. En fait, tous ces gens-là qui ont C'est écrit des tonnes de choses fantastiques étaient hyper intéressés par la vie après la mort, en fait.
peut-être que c'est lié, peut-être qu'il y a un lien qui est normal en fait, que nous on voit pas forcément, mais ouais, ce serait intéressant du coup là, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont écrivains, écrivaines, dites-nous du coup si vous êtes vous-même déjà intéressé de base au paranormal. Je trouve ça incroyable ce lien en fait. Et du coup, Dickens va faire sa première enquête et sa première enquête, il va la débunker complètement. Alors, il y avait aussi beaucoup de fake à l'époque, donc je pense que, bon, comme aujourd'hui, tu vas me dire, mais bon. Et du coup, sa première enquête, ça va être les frères Davenport, qui étaient une équipe de magiciens en fait qui faisaient des tours dans toute l'Angleterre, et eux en fait disaient que ils étaient aidés par des forces surnaturelles pour faire leur numéro quoi. Et en fait ils avaient un tour, je sais pas comment l'appeler, un numéro où ils étaient dans une boîte en fait, et il y avait des instruments de musique au-dessus d'eux, et en fait les instruments jouaient tout seuls. Ok. Voilà. Et ensuite, à la fin, bon, ils ouvraient la boîte, les frères Davenport sortaient, wouh, voilà, c'est la teuf, et les instruments jouent tout seuls, quoi, tu vois. Okay. Sauf que c'est Dickens qui a débunké le truc. Lui, il a recréé en fait le numéro chez lui, et en fait, il a montré que avec un compartiment secret dans la boîte, on pouvait faire jouer les instruments comme ils jouaient, et que donc il y avait absolument aucune aide de l'au-delà qui avait été nécessaire. Ah oui, malheureusement. Mais dis donc, il aurait pu être très ami avec Houdini en fait. Il y avait un peu la même démarche. Tout à fait. C'est ça. Et donc voilà, donc écoute, game over pour la première enquête. Il en a fait des tonnes et des tonnes ensuite derrière. Bon, lui vraiment son truc, c'était de débunker. Ouais. Et effectivement, il y en avait tellement, à cette époque-là, que c'était limite trop facile. Voilà. Un petit fun fact intéressant. Tous les 2 novembre, toutes les années en fait, il récitait les noms de toutes les personnes qui avaient fait partie du groupe, donc The Ghost Club, et qui étaient décédées. Okay. Voilà, une sorte de memento mori qu'il faisait tous les 2 novembre. Voilà, donc il a débunké aussi pas mal de photos, puisque tu sais que c'était aussi l'époque quand même de la photographie, et puis on prenait beaucoup de photos paranormales, on va dire, beaucoup plus qu'aujourd'hui. On devrait peut-être revenir aux appareils photo de l'époque, en fait. Oui, ou au trucage de l'époque, oui. Voilà, et il est mort en 1870. Okay. Il est mort de sa belle mort, Dickens, on va dire, enfin potentiellement d'une crise cardiaque. Et le club a perduré, comme je te l'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, il a fermé ses portes pour quelques années. Et aujourd'hui, en fait, donc le club existe toujours. Ils font toujours des enquêtes, et évidemment, ils se sont eux aussi armés de toute la technologie, et ils utilisent tu vois, beaucoup d'appareils, beaucoup de choses comme ça. Mais ils sont toujours aussi dans l'esprit, ils ont gardé cet esprit debunk, on va dire. Ok. Donc ok, d'accord. Donc on n'est pas vraiment sur la démarche de limite. Je voulais dire ça tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu la démarche de limite? Non, limite, ils sont quand même pro parapsy. Là, on est beaucoup plus sur du debunk, quoi, le Ghost Club. Ouais, c'est ça. Et puis, il s'intéresse à tout aujourd'hui. Tu vois, il s'intéresse aux ovnis, aux extraterrestres, aux fantômes. Enfin, voilà, vraiment au sens très, 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 très large du paranormal. Ça peut être intéressant. Je vais essayer d'aller faire un tour sur ce qu'ils font et voir ce qu'on peut trouver. Mais c'est hyper cool. En tout cas, ils ont le meilleur nom au monde. Hein. Ils ont trouvé le meilleur nom. Ghost Club, parfait. C'est clair. Plus vieux club du monde quand même de paranormal et de débunkage. Incroyable, franchement, et Dickens qui en a fait partie avec Oscar Wilde, ne serait-ce que ça, tu sais bon, t'as ton épitaphe. C'est ça. Bon super, hyper intéressant. Merci beaucoup déjà pour cette partie. Et moi, je pense que je vais vraiment me replonger. Ça t'a pas donné, toi, du coup, envie de relire ces ouvrages ?
Si, j'ai justement ressorti un conte de Noël Ah et bah je ouais. pense que ça va être ma prochaine lecture. Ouais, je pense aussi. Et moi, là, dans mes recherches aussi, j'ai racheté des livres depuis quand j'ai fait mes recherches C'est parce que je ça. me suis dit, oh là là, trop passionnant. Eh ben, écoute, moi, je te propose de te parler maintenant de Camille Flammarion, qui nous est pas inconnue, évidemment, très très connue déjà de base pour le commun des mortels, et aussi nous, dans le paranormal, on sait que c'est quelqu'un de très important. Alors, j'ai juste envie de dire, avant tout, j'ai une énorme pensée pour River James, notre ami River James, qui est un fan inconditionnel de Flammarion, qui a des dizaines de livres, des photos, enfin des dossiers complets. Elle le connaît par cœur. Du coup, River James, je m'excuse d'avance parce que je vais probablement bien moins en parler que toi, mais je vais essayer de vous faire honneur à tous les deux. Et je vais essayer de résumer sa vie parce qu'en fait, Flammarion aussi, il a une carrière assez intéressante. Alors donc, Camille Flammarion, c'est une personne du 19e. C'était un grand passionné d'astronomie. Lui, quand il commence sa vie professionnelle, il va être d'abord rédacteur scientifique pour une revue qui s'appelle Le Cosmos. Et par la suite, en fait, il va aussi être rédacteur d'un journal qui s'appelle Le Siècle. Il est tellement passionné d'astronomie qu'il finit par donner des conférences et c'est comme ça qu'il commence à vraiment se faire un nom. En fait, lui, il est vraiment connu pour ça à la base. Il va fonder en 1883 le fameux observatoire qui se trouve à Juvisy et aussi la Société astronomique de France en 1887. Au cours de toute sa vie, en fait, lui, il meurt en 1925. Il va vraiment consacrer sa vie partiellement à l'astronomie. Il va écrire une cinquantaine d'ouvrages. Mais dans tous ces ouvrages, en fait, il n'y aura pas que des ouvrages sur l'astronomie. Il va y en avoir certains aussi sur le paranormal. Et c'est là, en fait, où il a vraiment consacré à la fois sa vie à l'astronomie et sa vie au paranormal. Lui, en fait, il était vraiment fasciné par la communication avec les défunts et aussi par les maisons hantées. Alors, comment c'est venu ? Lui, en fait, quand il est encore très jeune, il va tomber un jour sur un livre d'Alan Kardec, le livre des esprits. Je ne sais pas si tu l'as lu, moi ça fait partie des premiers livres que j'ai lus au tout départ. C'est un livre qui est assez perturbant, que tu y crois ou que tu n'y crois pas. C'est un livre qui bouge, qui remue pas mal de choses en fait dans ton esprit. Et c'est ce qui va se passer en fait chez Camille Flammarion. Il va lire ce livre, il va halluciner. Ça va commencer à lui ouvrir l'esprit. Il va se dire ouais, c'est pas possible, il faut que je vois ça de mes yeux. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément se rapprocher de Kardec. Donc ils vont être assez proches en fait. Il va commencer à faire des séances. Et d'ailleurs, dans certaines de ces séances, il y aura ce cher Victor Hugo. Et il va assister à des choses incroyables. Alors il faut savoir que lui aussi, et comme beaucoup de monde, Camille Flammarion, à la base, il est un peu sceptique. Et quand il commence à faire ses séances, il observe beaucoup, mais surtout, en fait, il a besoin de se rassurer. Il n'a pas envie d'y croire, tu vois. Il veut pas croire que ce qu'il voit. Il a envie d'essayer de tester, de voir si c'est pas truqué, tout ça, parce qu'il n'a pas envie qu'on le prenne non plus pour un idiot. Et donc, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois que pendant les séances, les tables les vide, tout ça, lui, il monte carrément sur la table et il teste, en fait, tu vois, pour voir s'il y a un mécanisme, tout ça. Et en fait, il va se rendre compte que, en tout cas avec Kardec et en tout cas les séances auxquelles il assiste, il n'y a jamais de trucage. Donc, à partir de là, du coup, c'est le rabbit hole. Il tombe complètement dans tout ça et il est, mais complètement fasciné. Et tu vois, par exemple, il fait partie aussi des personnes qui s'est énormément intéressée aux travaux de Eusapia Palladino, que quasiment tout le monde a suivi parce qu'on pouvait pas la rater à l'époque du grand spiritisme aussi, avec, c'est la fameuse médium extrêmement célèbre qui faisait des séances publiques absolument mémorables. Et à un moment, il s'est dit, bon, là c'est bon, j'ai assisté à cette séance, moi, je veux moi-même enquêter sur des cas. Donc, dans un journal, il a mis une petite annonce où il s'adresse aux gens, en fait, aux gens qui lisent ce journal-là, en disant si vous avez des témoignages de phénomènes paranormaux que vous avez vécus, envoyez-les-moi. Et si ça m'intéresse, je vais les enquêter. En fait, il reçoit pas loin de 5000 témoignages. Donc lui, en fait, il prend le temps, tu vois, c'est énorme, de les décortiquer, d'essayer de voir lesquels pourraient être le plus intéressants, ou en tout cas lesquels pourraient être les plus probants. Et il va pas se contenter en fait de recenser les histoires et de les relater dans des livres, il va les enquêter. Il y a vraiment une démarche en fait où il va se déplacer, où il va faire des recherches, où il va enquêter. C'est clairement
une démarche de chasseur de fantômes, en fait. Mais la seule chose, c'est que lui va s'inspirer de témoignages, au même titre que nous, par exemple, tu vois, on va aller sur des lieux où on dit, bah voilà, il y a ça, ça, ça en témoignage qu'on a pu avoir en termes de fantômes ou de phénomènes paranormaux. Lui, c'est pareil. Il reçoit ça, il fait ses petites enquêtes, et en fait, toutes ces histoires, toutes les enquêtes qu'il aura fait par rapport à certaines histoires, il va les relater dans certains ouvrages qui s'appellent, alors il y a Avant la mort, Autour de la mort, Après la mort et Phénomène de hantise. Donc il y a déjà 4 ouvrages où il relate toutes ces enquêtes et toutes les histoires qu'on a pu partager avec lui. Un de ces derniers ouvrages, il va à peine le terminer, il va vraiment l'écrire jusqu'à son dernier souffle, et cet ouvrage s'appelle Fantômes et sciences d'observation. Et ce livre est disponible malgré tout, même s'il l'a pas vraiment fini, mais il avait vraiment écrit le gros du truc. Et dans ce livre, il est vraiment sur l'observation de toute une vie d'un chasseur de fantômes dans le paranormal. Donc c'est assez fascinant. Camille Flammarion, tu vois, il était plutôt, lui, croyant, en fait. Il y croyait profondément. Comme je te dis, il était très proche de Kardec. D'ailleurs, il était si proche que c'est lui qui a fait son éloge funèbre lorsqu'il est décédé. Et d'ailleurs, il a dit une de ses phrases les plus connues pendant cet éloge funèbre: le spiritisme est une science, pas une religion. Parce que Kardec, on le sait, il était à fond religieux. Et du coup, c'est ça qui était intéressant avec Camille Flammarion, c'est qu'à la base, c'est quand même un savant, c'est un scientifique. Et lui, il jouait de ça, justement. Il voulait montrer que sa démarche était scientifique, il en était extrêmement fier, il en avait rien à faire qu'on le prenne pour un fou. Pour lui, être dans la science et être dans le paranormal, c'est complètement lié. Et c'est exactement ma démarche aussi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je le comprends complètement. C'est exactement ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il soit aussi passionné d'astronomie et de paranormal, parce que moi, c'est pareil, en fait. J'ai tendance à penser que tout est lié, en fait. Tout va ensemble. Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à l'astronomie, à l'astrophysique, aux choses comme ça, parce que je pense qu'il y a des réponses, en fait, qui sont communes. Et vraiment, j'en suis vraiment persuadée. Dans les faits qui sont un petit peu moins connus, c'est que Camille Flammarion a fait partie de la SPR. Alors, je ne sais pas si tu connais cette société en Angleterre, parce qu'apparemment, c'est en Angleterre que tout a été créé. C'est la Society for Physical Research, qui est la première organisation qui étudie les phénomènes parapsychologiques et les phénomènes paranormaux. Elle a été créée en 1882. Donc, tu vois, c'est un petit peu après le Ghost Club. Et en fait, cette société existe toujours, hein. Et en fait, c'est une association à but non lucratif, mais qui perdure depuis 1882, où tu as aussi plein de grands noms qui ont fait partie de cette organisation et qui ont un peu la même démarche que le Ghost Club, en fait, qui est de rassembler des gens pour débattre et pour enquêter sur tout ce qui se passe à l'époque du grand spiritisme. Et donc, Camille Flammarion était présidente de la SPR une année, en 1923. Ce qui va se passer, c'est que, tu vois, on est 2 ans avant sa mort. Lui, il est mort en 1925. Et en fait, il va se faire pas mal attaquer, justement, à ce moment-là, par ses confrères. J'ai trouvé ça un petit peu injuste, qui vont justement critiquer sa démarche en disant: oui, monsieur Flammarion prétend pouvoir expliquer les phénomènes paranormaux par la science parce qu'il est scientifique, mais sa démarche n'est pas très aboutie. Patati patata. Bon, au final, je pense que de toute sa vie, Camille Flammarion a une carrière plutôt intéressante. Il a fait de grandes choses, et moi, je trouve que ses ouvrages ouvrent l'esprit à plein de choses. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et tu vois, dans les choses qu'il va dire, par exemple, il a pu dire la plupart des manifestations se passent dans le cerveau des témoins tout en étant déterminées par une cause extérieure. Il existe des forces naturelles invisibles qui interfèrent parfois avec notre monde. Et lui, en fait, il utilisait tout le temps un terme pour parler des phénomènes qui était force naturelle inconnue. Et ça, pour lui, en fait, ça va rassembler tout ce qui est médiumnité, apparition, télépathie, etc. En fait, il rassemblait ça dans un terme que lui-même avait créé et qui lui parlait plus, en fait, que, tu vois, à chaque fois définir médiumnité, télépathie, parce que pour lui, tout allait ensemble, en fait. Ce qui va ressortir de ses ouvrages, en fait, tu vois, par exemple, il va y avoir que lui essaye de vérifier si l'âme humaine existe comme une entité indépendante du corps et si elle survit à la destruction de celui-ci. Donc ça, vraiment, c'est le plus gros de sa démarche. Donc, comme je disais au début, sa démarche, c'est une démarche type de chasseur de fantômes. Il croyait aussi profondément en la vie extraterrestre. Il s'est beaucoup, beaucoup intéressé à Mars. Pour lui, il y avait des choses qui étaient visibles sur Mars, qui n'ont pas été démontrées encore aujourd'hui. Et pour lui, il y avait vraiment des conditions d'habitabilité sur d'autres terres célestes. Il dit aussi, par exemple, que l'esprit n'est pas une fonction du cerveau. Donc ça, je trouve ça intéressant, en fait, hein, parce que pour lui, il arrive à dissocier le truc.
Et il a eu un moment des spéculations, et il s'est un peu fait attaquer aussi sur ça, qui concerne ces fameuses forces naturelles inconnues. Et pour les définir, il dit qu'il ne peut y avoir qu'une radiation, un mode d'énergie inconnu, une vibration de l'éther, une onde allant frapper un cerveau et lui donnant l'illusion d'une réalité externe. Cette force produirait dans l'éther un mouvement qui irait frapper un cerveau vibrant synchroniquement. On va méditer à ça. C'est presque trop complexe en fait, mais tu vois, il mentionne des trucs comme l'éther qui n'ont jamais été mentionnés avant dans le paranormal. Donc voilà, en fait, Flammarion, il a vraiment une carrière à la fois dans l'astronomie, où il est vraiment à fond dedans, et aussi dans le paranormal, où il va vraiment consacrer une bonne partie de son temps à faire ces petites enquêtes de chasseurs de fantômes, à nous le relater du coup au travers d'ouvrages, parce qu'à l'époque, bah, peut-être que s'il y avait eu YouTube et tout ça à l'époque, il aurait fait des vidéos. Là, du coup, à l'époque, il le relatait au travers d'ouvrages, et j'ai trouvé ça fascinant parce que quand je lisais un petit peu sa bio, et je comprends maintenant pourquoi River James l'aime autant, c'est que bah, je trouve qu'il nous ressemble beaucoup en fait. Et moi, du coup, ça résonne beaucoup pour moi parce que moi qui essaye tout le temps de faire des liens avec l'astrophysique, tout ça, machin, je sais pas si toi, tu avais suivi un petit peu la carrière de Camille Flammarion. Tu savais tout ça? Alors, pas autant, je connaissais un petit peu évidemment, mais pas autant. Mais si je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire, et en même temps, comment on peut le critiquer, parce que finalement, et nous, qu'est-ce qu'on aura démontré à la fin de notre vie? Ça se trouve, pas grand-chose non plus, en fait. Absolument rien. Je peux te le dire déjà. Tu vois, on a des certitudes de par nos expériences, mais de là à les démontrer, et encore, même les certitudes, j'ai envie de te dire, Oui, c'est ça. Enfin, du coup, c'est des certitudes qui sont personnelles. Tu vois, ça nous appartient, c'est nos c'est ça. croyances. Mais tu vois, à l'époque, en fait, c'est ça justement. C'est parce que lui, il est arrivé comme scientifique en disant, je vais utiliser une méthodologie scientifique pour démontrer certaines choses. Sauf qu'au final, il a eu juste beaucoup de théories, comme nous tous, et comme parce qu'il y a personne n'a jamais rien démontré finalement dans ce milieu. Mais bah, de toute façon, tu sais, c'était une époque où de toute façon il y avait un tas d'égos surdimensionnés, et dans ce genre d'association, genre la SPR, forcément, enfin tu vois, ils se tiraient tous les uns sur les autres pour se mettre en malheur. Tu vois, c'est un peu triste, mais ça ressemble aussi à notre époque. Hein. Moi, ça me parle beaucoup ce comportement, malheureusement. Ouais, c'est clair. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et alors du coup, mais je le savais aussi, et toi, tu as dû t'en rendre compte aussi pendant tes recherches, c'est que ce cher Camille Flammarion, du coup, faisait des séances avec cet autre cher Victor Hugo, qui est donc la prochaine personne dont tu vas nous parler. Alors, Victor, mon cher Victor, que je t'aime. Moi, je voue une passion à Victor Hugo qui n'a rien à voir avec le paranormal, j'allais dire pareil. puisque moi, j'ai connu Victor Hugo à l'époque où, adolescente, je lisais ses livres. Tout à fait. Les Misérables m'a profondément perturbée. Mais vraiment, Oui. j'en ai fait des cauchemars de ce livre. Ouais. Mais ce mec était un génie de l'écriture, vraiment. Et puis, Ouais, il a un poème vraiment qui me bute. En fait, je l'ai lu quand j'étais ado. Je l'ai lu, je me suis effondrée. J'ai trouvé qu'à la fois c'était le plus beau et à la fois le plus triste. En fait, c'est le fameux Demain dès l'aube. Ça me touche. Et Victor Hugo me touche tout comme toi en fait, mais pas côté paranormal. ouais, et puis c'est quelqu'un qui, au-delà de ses écrits, enfin qui était parlementaire, qui a essayé de faire beaucoup de choses pour le peuple. En fait, d'ailleurs, il était mais totalement admiré et adulé par le peuple. Il faut le savoir, quoi. Alors attention, hein, il avait ses travers, il était colérique, etc., etc. On va pas rentrer dans le débat, Oui. mais c'est vrai que il a essayé de faire avancer la condition, on va dire ouvrière. Et rien que pour ça, voilà, je trouve que il avait du chien, Victor Hugo. Voilà, même physiquement, tu vois, je trouve qu'il en imposait, il avait du C'est chien vrai, quand même. c'est vrai, c'est vrai. Bref, ce qui nous intéresse chez Victor Hugo, là, du coup, pour le coup, c'est pas ça, mais je pense que ça peut quand même en faire partie. Tu sais, on dissocie pas tout, en fait, dans ces cas-là. Victor Hugo, on parlait d'Alan Kardec tout à l'heure comme le pape du spiritisme, on va dire. Oui, bah, c'est le fondateur de Victor toute façon. Hein. Hugo, ouais, c'est ça, ouais, voilà, on peut dire ça. Et Victor Hugo a été certainement un adepte célèbre et qui a joué un rôle à la fois majeur et à la fois qui s'est pas bien fini. Tu vas voir.
Ok. En fait, Victor Hugo, pour faire un peu juste une petite synthèse avant de ce qui va nous intéresser, c'est qu'il faut savoir que Victor Hugo a eu plusieurs enfants et une de ses filles, Léopoldine, meurt noyée dans la Seine à 19 ans. Voilà, ça va profondément le marquer. Comme n'importe quel parent qui perd son enfant, de toute façon, on peut s'en douter. Et voilà, ça on le met de côté, on y reviendra après. En 1852, Victor Hugo est chassé de la France parce qu'il a participé à un espèce de coup d'État et il va se réfugier en Belgique, puis à Jersey, que tout le monde connaît, grâce à Victor Hugo justement, dans une maison isolée. Et alors, j'ai retrouvé une description de l'endroit où il vit, qui a été écrit par un de ses médecins en fait de l'époque et qui dit: pour tout paysage, la mer, les ruchers dantesques, un dolmen et un cimetière voisin pour égayer le tout. D'ailleurs, la plage, si l'on fait foi aux habitants du pays, est tentée. On peut y voir, pendant les nuits de pleine lune, un décapité qui erre inlassablement à la recherche du repos éternel. Il y a aussi la Dame Blanche, jeune femme infanticide, qui apparaît de temps en temps sur les rochers. Une Dame Noire, ancienne druidesse qui aurait immolé son père sur un dolmen au cours d'une cérémonie. Et une certaine Dame Grise dont on ignore les antécédents. C'est bon, le tableau est posé, on peut y aller. C'est bon, petit baluchon, on part une deuxième fois. Ok, génial. C'est ça. Bon, vous voyez que effectivement, l'ambiance, elle est quand même un peu comme on l'aime. Source d'anxiété, on va dire quand même. Hein, voilà. Ouais, c'est pas forcément. Oui, nous on l'aime, mais bon. Et du coup, bon, dans cette île, il y a quand même certains de ses amis qui viennent le visiter, et il y a une certaine Delphine Gay, qui est une épouse d'un publiciste, poétesse, voilà, qui vient chez lui un jour, et alors elle est à fond dans les tables tournantes. C'est l'époque, c'est très en vogue, c'est très à la mode, voilà. Et quand elle vient à Jersey, elle y reste une semaine, donc tu vois, c'est pas beaucoup. Sauf que elle va totalement convertir Victor Hugo aux tables tournantes. Waouh, ok. Elle fait une première séance qui est un échec total. Il ne se passe rien, ou alors c'est la cacophonie. Enfin bon, bref, voilà, c'est nul. Elle persiste parce que elle est convaincue que c'est génial. Et la séance suivante va complètement bouleverser Victor Hugo, puisque Léopoldine se manifestera. Donc sa fille qui est morte noyée dans la Seine. Ok. Voilà, donc c'est l'esprit de Léopoldine, hein, bien sûr. On est 10 ans après son décès. Et ça va totalement chambouler Victor Hugo qui, alors lui, est pas du tout à convaincre. En fait, lui, il fait une séance et en gros, le gars, c'est bon. Il est convaincu, c'est elle. Il cherche même pas à savoir s'il y a un trucage, pas de trucage. Voilà. Il devient mais complètement à fond dedans. Pendant les 2 ans et demi qui suivent cette soirée où Léopoldine est là, les séances de spiritisme seront journalières plusieurs fois par jour. Oh la vache. Ouais, c'est chaud là, C'est-à-dire ça prend une ampleur. qu'il va avoir une espèce mais voilà, d'obsession. Il va avoir une obsession pour les tables tournantes. Ok. Et Victor Hugo, il va discuter avec des esprits qui vont venir se présenter lors de ces séances. Alors, on a quand même Chateaubriand, Dante, Racine, Marat, Charlotte Corday, Robespierre, Shakespeare, Molière, Aristote, Galilée, Platon, Louis XVI, Napoléon Ier, Jésus-Christ et Mahomet. Ah bah tranquille, ça va, très bien, ok. Ça va le gars, hein. Il se fait plaisir quand même. Très bien. Avec bien entendu, dans tous ces personnalités, on va y retrouver la Dame Blanche, la Dame Noire, la Dame Grise qui errent sur les terres de Jersey, évidemment, hein, on s'en doute. Voilà. Mais il va aussi discuter avec des animaux célèbres comme le lion d'Androclès, la colombe de l'Arche de Noé, qui viendront aussi lui délivrer des messages. Incroyable. Et c'est pas tout. À maintes reprises, il discutera aussi avec les corps astraux de
l'idée de la mort, du drame, de la poésie, de la critique, de l'ombre du sépulcre et de la blague. Ça, c'est hyper intéressant. Et il discutera réellement avec ses esprits. Ok. Voilà. Donc, tous lui parlent en français, Ok. très régulièrement en vers et de manière très grandiloquente et on dira du coup de manière très hugolienne. Et du coup, beaucoup, à un moment donné, ont effectivement émis l'hypothèse que c'était Victor Hugo, quoi, en fait, qui parlait, et c'était rien d'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, donc, lors des séances de table tournante, c'était un coup A, deux coups B, trois coups C, etc., etc. On faisait tout l'alphabet. Okay. Et en fait, la plupart des personnes qui assistaient à ces séances disaient qu'elles ne comprenaient jamais les messages, sauf quand Victor Hugo leur traduisait la phrase à la fin, puisque lui notait. En fait. D'accord. C'est pour ça que certains disent que c'était en fait uniquement Victor Hugo qui disait ce qu'il avait à dire et basta, quoi. Il y en a d'autres qui ont aussi évoqué l'hypothèse que Victor Hugo faisait de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas trop cette distinction-là. Et que du coup, il avait ça plutôt... c'était plutôt lui le canal plutôt que les tables. Il y en a d'autres qui disaient que c'était Victor Hugo qui faisait bouger les tables, sauf que, il faut savoir un truc, c'est que je crois qu'à part 3 fois, si je ne dis pas d'ânerie, Victor Hugo n'a jamais été autour de la table. Intéressant, ok. C'est-à-dire que lui, il était observateur, il était dans la pièce, il notait les réponses, mais jamais il n'a mis ses mains autour de la table. Il y a 2 phénomènes. Il y a quand même le phénomène que, on est bien d'accord, la table bougeait, on l'entendait frapper avec des gens complètement différents autour de la table. Ouais. Donc il y a quand même ça. Et ensuite, lui transcrivait les messages. En gros, c'est ça. Bon, pour l'avoir fait nous-mêmes, c'est vrai que si tu fais A, B, C, D autour de la table, tu perds vite ton fil si t'as pas quelqu'un qui note. Oui, c'est impossible. D'ailleurs, nous, on le fait pas du tout. On le fait pas comme ça. On pose des questions ouvertes et ils nous répondent par oui ou par non. Mais c'est vrai que c'est pas évident, la communication table tournante. Mais ça doit être des séances hyper longues. Ça doit être affreux, quoi. Il y a quelqu'un qui a avancé, un de ses médecins d'ailleurs, a avancé l'hypothèse que Victor Hugo était atteint d'une maladie mentale. Alors là, j'ai découvert un truc, j'ai trouvé ça génial, qui s'appelle la paraphrénie fantastique. Oh, c'est beau. Mais non, non. Alors, la paraphrénie fantastique, en général, ça commence avant 30 ans et ça débute par une phase d'inquiétude et d'anxiété. Ensuite, on a des idées extravagantes et des hallucinations qui arrivent, qui visent l'entourage de la personne, mais aussi qui visent des éléments factuels, par exemple un conflit politique ou une force cosmique. Enfin voilà. Ensuite, on a un espèce de délire luxuriant avec de l'extraordinaire, de l'étrange, des représentations mentales, décousues, etc. Des idées mégalomaniaques. Mais ça, en général, que Victor Hugo était un peu mégalo, il faut l'être, en fait, et puis ça ne vrai qu'à moitié, voilà. Enfin, des choses vraiment démesurées, extravagantes. Et on a aussi des idées de filiation, genre je suis le descendant de Jésus, d'héritage fabuleux, de grands personnages, de mythologie, etc., etc. Voilà. Le malade peut aussi se croire l'objet d'envoûtement, de magie, enfin, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a eu cette hypothèse-là, en tout cas. Vrai ou pas vrai, on n'en sait rien. Oui, mais ça n'a jamais été démontré, c'est ça, c'était juste une hypothèse. Non. Non, exactement. Par contre, alors, moi j'ai lu un livre, je vais donner les références parce que c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant, tout simplement parce que c'est la publication des journaux intimes de Victor Hugo. Oh, waouh! Victor consignait tout dans ses journaux intimes. Donc, le livre s'appelle Choses nocturnes. C'est Gérard Pouchin qui, en même temps, a écrit des anecdotes et d'autres choses par rapport aux journaux intimes de Victor Hugo. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que le fait de faire des séances de spiritisme plusieurs fois par jour, en fait, Victor Hugo, à la fin de sa vie, il ne vivait plus que pour ça. Oh là, quel enfer! Et
ça l'a plongé dans un espèce de délire psychotique en Oh même là temps. là. Alors, je vais mettre des guillemets dans ce que je dis, parce que peut-être que Victor Hugo, bon, j'arrête pas de le répéter, on est tous médiums, blablabla, certains plus que d'autres, enfin, on cette chose-là développée plus que d'autres. Alors peut-être qu'à force de faire du spiritisme tous les jours, ça s'est ultra développé chez Victor Hugo. Mais on se rend compte à la lecture de ses journaux intimes qu'en tout cas, il était atteint de clairaudience, Ok. ou en tout cas, il entendait des choses. D'accord. Voilà. Beaucoup de choses. Il entendait gratter dans les murs de sa maison tous les jours, tous les soirs, en permanence. Et en fait, cette multitude de choses qu'il a vues, il a vu des formes dans sa chambre, ça l'a rendu complètement fou. Merde. Il est mort fou, Victor Hugo. Il est mort, il était obsédé par ça, il était complètement fou, il ne dormait plus, il n'était plus que l'ombre de lui-même. À la fin, il était incohérent, il était devenu taré, en fait. Voilà, ça l'a rendu triste, vraiment hein. taré. C'est hyper triste. Ouais. Parce que, tu vois, on souhaite à personne de finir comme ça, en fait. Médiumnité ou maladie psychique, peu importe, en fait, ça a dû être l'enfer. Et d'ailleurs, il y a dans ses journaux intimes, il diffuse aussi certains dessins que Victor Hugo a fait. C'est creepy, quoi. C'est flippant. Tu te dis, le gars, ah ouais, ça faisait mal, quoi. Pour lui, ça faisait vraiment mal. C'est un peu dark, c'est raturé. À un moment donné, il publie un espèce de dessin de sa maison à Jersey, et en fait, alors tu vois la colline, tu vois un peu la maison, et au-dessus de la maison, c'est un espèce d'Hiroshima noir. Tu vois, on dirait des trucs dark qui s'échappent de sa maison et tout. Enfin, c'est fou, quoi, je trouve. Vraiment. D'accord. Et voilà. Et Victor Hugo, il est décédé, donc totalement fou, un peu seul, parce que du coup, ça l'a aussi un peu isolé en même temps, tout ça. Quelle tristesse. Tu sais, quand t'es plus l'ombre de toi-même, Bien sûr. ouais, c'est compliqué. Victor Hugo, il disait, j'ai noté une phrase que j'ai bien aimée, c'est qu'en fait, il disait « Rien de tout cela n'est surnaturel, c'est de la nature inconnue ». Je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est beau, c'est bien tourné, voilà. C'est exactement ça en fait. Et alors, un petit fun fact, en fait, très très drôle, qui m'a fait mourir de rire. Est-ce que tu savais, du coup, que Victor Hugo était une divinité dans une secte au Vietnam? C'est pas possible. Dans une secte au Vietnam. C'est tellement fou. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, alors, c'est la secte des cadeauistes qui a été fondée dans les années 20 au Vietnam. Oui, c'est connu ça. Donc, ouais, un jour, un esprit supérieur donc qui s'appelait Cao Dai. Alors, je sais pas si je prononce très bien parce que je parle pas vraiment le vietnamien, vous m'en excuserez, hein. Mais en gros, ça veut dire Dieu a ordonné donc au fondateur de créer une nouvelle religion pendant une séance de spiritisme. Une religion qui serait universelle, c'est-à-dire que alors je mets des guillemets parce que la religion cadoïste, je mets des guillemets à religion parce que c'est considéré comme une secte aujourd'hui, mais en tout cas, la religion cadoïste au Vietnam se veut être un mélange de toutes les religions, que ce soit musulmane, catholique, bouddhiste, taoïste, etc., etc. Tu as toutes les religions qui se mélangent dedans. Et ils ont plusieurs guides spirituels. Le guide spirituel le plus élevé est Victor Hugo. Incroyable. En dessous, tu retrouves Jeanne d'Arc, Shakespeare, Lénine, Churchill à nouveau, tu vois, un peu partout. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est que Pasteur. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est très drôle. Je n'ai pas de mots. Sur les murs du temple, il y a effectivement des fresques de Victor Hugo. Mais c'est incroyable cette histoire. Voilà. Dans tout ce dont on a parlé là, moi, ce qui m'intéresse énormément, alors après, le problème, c'est qu'on parle d'un temps plus ancien, où même si on a des journaux intimes de Victor Hugo, on n'a pas non plus des écrits par milliers comme on pourrait avoir aujourd'hui. Mais moi, je suis un peu fascinée par le fait qu'il a appelé plusieurs fois les corps astraux de l'idée, de la mort, du drame, de la poésie, de la critique. Là, tu m'as chopé à ce moment-là parce que c'est très original en fait. Tu vois, on fait toujours nous tous tout le temps la même chose. Mais finalement, des gens qui sortent du lot en faisant des choses originales, tu vois, là, c'est très très original ce que tu m'as dit et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus,
alors non pas que j'avais déjà pensé à interroger tout ce que tu as dit, mais des fois je me pose des questions sur la pensée ou sur les choses comme ça, tu vois, sur la mémoire, la pensée, où est-ce que c'est, est-ce qu'on pourrait les interroger, est-ce que finalement tout ça c'est à part de nous, enfin tu vois. Donc je trouve que le cheminement de pensée en fait de Victor Hugo est hyper intéressant. C'est juste hyper triste en fait qu'il ait été absorbé par ça en fait. Ouais, un peu triste. Voilà, j'espère que du coup, dans l'au-delà, il aura les réponses qu'il n'a pas eues de son vivant. Ouais, écoute, oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours pas de réponse par rapport à l'au-delà, mais en tout cas, j'ai presque envie de souhaiter dans son cas qu'il y en ait un et qu'il soit en paix, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut lui souhaiter. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe sur une autre personnalité qui avait, je pense, aussi des petits problèmes si, mais qui c'est pas très connu en fait. Par contre, son nom, lui, c'est une personne qu'on ne peut pas rater. C'est Thomas Edison. Alors, je pense que tu sais qui c'est, en tout cas que tu as déjà entendu son nom. Alors, Thomas Edison, à la base, est un inventeur d'ailleurs peut-être le plus grand de tous de notre génération puisqu'il a déposé pas loin de 1000 brevets. Et là, je pense que les gens qui nous écoutent disent Thomas Edison, mais quel rapport avec le paranormal? Bah, vous allez voir, je vais y venir parce que c'est assez incroyable. C'est surtout le cheminement qui est assez incroyable. Donc, en fait, Thomas Edison, il est né en 1847. Il va commencer sa vie professionnelle en tant que télégraphiste. Et en fait, très rapidement, il commence à lui venir des idées. Je pense qu'il avait déjà un cerveau en fusion, en fait. Et il se rend compte qu'il y a des choses qui sont mises en place pour le télégraphe qui sont pas bien développées. Et il décide d'inventer le télégraphe multiplex. Et c'est cette invention, alors il faut savoir que là, il a environ 20 ans, hein, donc c'est encore un bébé. Cette invention va permettre de créer plus tard le cours de la bourse, en fait. Donc c'est assez incroyable. En 1877, il va inventer le phonographe. En 1878, alors, on dit qu'il invente l'ampoule, mais en vérité, pas vraiment. C'est une idée qui va pomper sur un autre inventeur qui s'appelait Lindsay et qu'il avait créé en 1835. La seule chose, en fait, c'est que ce Lindsay n'avait pas poussé l'idée assez bien. En fait, le concept n'était pas bien maîtrisé. Et du coup, ce cher Edison a juste été un petit peu plus intelligent. Il a pompé le concept de base, il l'a juste amélioré. Et il va ensuite créer... c'est lui donc qui crée l'ampoule électrique et il crée ensuite l'ampoule incandescente. En 1882, il crée la première centrale électrique. En 1888, la première caméra. Alors, à savoir qu'à l'époque, on n'est pas sur les petites caméras qu'on a aujourd'hui, les handicaps, on est vraiment sur des trucs énormes. Et d'ailleurs, ça se composait de deux appareils, le kinétographe qui servait à enregistrer et le kinétoscope qui servait à reproduire les images. Donc, Thomas Edison est vraiment connu pour toutes ses inventions. Il est extrêmement célèbre, il a beaucoup de succès, il est souvent interviewé par les journaux, par les médias. Et il meurt en 1931, toujours aussi célèbre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment de sa vie, les médias surtout se rendent compte que Thomas Edison, parfois, il parle un peu de paranormal. Il a l'air d'avoir une sorte de passion cachée pour le paranormal. Donc, ces bons journalistes, comme ils savent très bien le faire, ils le lancent parfois sur le sujet. Mais le truc qui est assez drôle, en fait, c'est que Thomas Edison, en effet, était secrètement fasciné par le paranormal, en tout cas par les phénomènes paranormaux. Et donc parfois, en fait, selon son humeur du jour, Thomas Edison va parfois se livrer aux journaux en parlant, en étayant des théories hyper intéressantes. Chose qu'ensuite, il va regretter. Et dans d'autres interviews plus tard, il va se permettre de dire non, mais j'ai jamais dit ça, ou non, c'est faux, machin, nanan. Il n'assumait pas du tout ses promos. Et en fait, ça a été ça pendant très longtemps, pendant plusieurs années, ce qui fait que déjà j'ai envie de dire bonjour la schizophrénie. Je pense qu'il y avait un petit problème de je n'arrive pas très bien à contrôler mes pensées et ce que je dis. Et donc, par exemple, dans les choses qu'il a pu dire qui sont assez intéressantes, je crois que c'était pour le journal Forbes, si notre personnalité survit, alors c'est absolument logique et scientifique de penser que la mémoire, l'intellect et d'autres facultés perdurent après la mort. Tu vois, c'est quand même... il faut être ouvert au paranormal, il faut y croire pour dire quelque chose comme ça. Donc lui, il était vraiment dans ce cheminement de pensée, puis je te dis, après, l'interview d'après, c'était là, non, j'ai jamais dit ça, je crois pas au paranormal, vous me prenez pour un fou, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, en fait, même les personnes qui se sont intéressées, tu vois, vraiment les gens qui écrivent des autobiographies, les historiens, tout ça, qui s'intéressent à Edison, n'arrivent pas à savoir, n'arrivent pas à déterminer s'il y croyait vraiment ou pas. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a quand même, j'ai trouvé pas mal de choses qui montrent que oui, mais je pense, tu sais, qu'il a fait partie de ces personnes
Alors déjà, on s'en rend compte, nous, le commun des mortels, que c'est pas évident d'assumer des croyances dans le paranormal. Moi, pendant très longtemps, j'en ai pas parlé autour de moi parce que je voulais pas qu'on me prenne pour une folle. Justement, c'est toujours cette idée-là. On va me prendre pour un fou, pour une folle. Et par la suite, après, tu en parles et tu te rends compte de toute façon, en effet, que tu es attaqué, quoi qu'il arrive. Donc c'est là où il faut avoir les épaules. Donc je pense que déjà, Thomas Edison, il avait les épaules pour plein de choses, mais pas pour ça. Parce que justement, comme lui, c'était un scientifique, un savant, un inventeur, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas démontrer. Et de ce fait-là, en fait, de montrer qu'il avait des croyances pour quelque chose qui n'était pas palpable et démontrable, il n'arrivait pas à assumer le fait qu'on puisse le critiquer. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il avait une sorte il y avait une sorte d'ambivalence dans son discours. Tu m'étonnes que tu deviens fou. Alors lui, il est pas vraiment devenu fou, mais je pense en fait qu'il y avait une sorte de schizophrénie qui s'était créée quand même en lui, qui n'a jamais été démontrée. Attention, hein, c'est moi par rapport à tout ce que j'ai lu, c'est moi ce que j'ai ressenti parce que en fait, il avait des changements d'humeur et des changements de comportement même dans ses propos qui étaient tellement différents et vraiment aux antipodes. Je me suis dit, ce mec-là, en fait, il a plusieurs personnalités. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Mais en fait, dans le contexte, en fait, ce qu'on peut comprendre aussi pourquoi il était comme ça, c'est que Thomas Edison croit au paranormal, aux phénomènes paranormaux, mais malheureusement, parce que c'est ça le problème, il vit à l'époque du grand spiritisme, et pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Il déteste le spiritualisme, il déteste toutes ces démonstrations spirites, table tournante, Ouija, tout ça, machin. Il trouve que c'est grossier, que c'est ridicule, et en fait, je crois que c'est ça, une fois de plus, tu vois. Lui, quand il se mettait à parler de paranormal, ça le faisait chier, parce qu'on allait tout de suite le cataloguer comme spiritualiste ou quelque chose comme ça. Il voulait pas, lui, ça restait un savant, un inventeur, donc ça le faisait vraiment péter un câble. Et je pense, en effet, il a un peu vrillé et il savait plus du tout contrôler ce qu'il disait au niveau des médias. Mais par contre, à un moment, et c'est un truc de fou, il va annoncer aux médias en 1920, « Ok les gars, je vais créer une machine. » Il fait une annonce spectaculaire, hein, vraiment dans les journaux. Et cette machine permettra de contacter les morts. Il appelle cette machine le téléphone spirituel et ça permettrait du coup de communiquer avec les personnes qui sont décédées. Le truc qui va se passer, tu vois, lui, il fait cette annonce en 1920 et il meurt en 1931. Pendant ces 11 années, il va un peu disparaître. Il va plus trop donner d'interviews, il va plus trop faire d'inventions. Il va rester un petit peu dans son labo. Il va jamais déposer de brevet par rapport à cette machine. Il va jamais présenter de prototype. Il va plus trop en reparler finalement. Et en fait, il se dit aujourd'hui qu'il est mort avec le secret de cette machine dans sa tombe. Malgré tout, il y a énormément de rumeurs qui disent qu'il y a bien des plans qui existent. Et moi, j'ai même envie de te dire que moi, il y a un truc qui résonne en moi qui fait que je pense profondément qu'il a réussi à créer une machine. Par contre, je pense que comme tout le monde dans ce milieu, il s'est cassé la gueule. Je pense en fait que, tu vois, Edison, c'était un putain d'inventeur, ça on peut pas le nier. C'était un truc de fou, en fait. C'est vraiment l'inventeur de notre génération. Et je pense en fait que, et je trouve ça normal, il devait avoir un ego surdimensionné. Genre, c'est bon, les gars, moi je peux tout créer, je peux tout résoudre, en fait. Et là, il s'est dit, vas-y, les spiritualistes, ils me saoulent avec leur communication fake, là. Moi, je vais créer une machine, c'est bon. Et je pense que dans sa tête, il allait pouvoir réussir. Et je pense en fait qu'il a dû passer les 11 dernières années de sa vie à tenter de développer cette machine et que ça a jamais abouti. Et que du coup, il a dû mourir un petit peu, tu sais, pas dans la honte, mais plus dans l'embarras de putain, ma dernière invention, j'ai même pas réussi à l'aboutir, quoi, tu vois. Alors, moi, quand j'ai lu ça, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre qui existait et qui parle de ces machines-là, donc je l'ai acheté direct. Donc, je vais vous donner le titre pour les gens qui seraient intéressés. Ça s'appelle Le Royaume de l'au-delà et ça parle des machines nécrophoniques. Donc, les machines nécrophoniques, c'est ce que voulait créer Edison. Il y a vraiment des gens, quand tu recherches un petit peu sur le dark web, qui disent que les plans existent et moi, ça me donne envie d'enquêter à mort sur ça parce que moi, je pense en fait que les machines qu'il voulait créer, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, la transcommunication instrumentale. C'est juste qu'il avait un temps d'avance, en fait, mais qu'il devait certainement vouloir créer une spirit box, une ghost box, quelque chose comme ça, tu vois. Plus amélioré, en fait. Vu son génie, à mon avis, il y avait peut-être encore des choses qu'on maîtrise pas. Mais quoi qu'il arrive, vu que son domaine, c'était quand même l'électricité, ça devait être autour de l'électricité. Donc, il y a un truc hyper intéressant.
Il y a un autre truc aussi dans les rumeurs, c'est qu'à un moment de sa carrière, et surtout à l'époque de l'invention de l'ampoule, lui, il bossait avec Tesla, en fait, le célèbre Nikola Tesla. Et en fait, ils se sont un peu brouillés à cette époque, justement, et Tesla est parti faire des choses de son côté. Et en fait, Tesla, lui aussi, disait qu'il avait trouvé la fréquence pour pouvoir communiquer avec les esprits. Et c'est bizarrement à cette époque, tu vois, que Edison a dit non mais moi je vais créer la machine, vous allez voir, et on va pouvoir communiquer avec les personnes qui sont décédées. Donc il y a aussi des gens qui disent, et je pense que tout est lié, de toute façon tout est vrai, qu'il y avait une sorte de compétition qui voulait pas laisser Tesla être le premier à trouver l'invention qui permettrait de communiquer avec les personnes qui sont décédées. Mais tu vois, si le mec a passé les 11 dernières années de sa vie à essayer de créer ce genre de machine, c'est quand même qu'il était à fond. Il avait des croyances qui étaient extrêmes dans ce milieu. Il croyait vraiment à une vie après la mort. Il voulait juste pouvoir être capable de le démontrer et être le premier. Tu vois, c'est là où je dis ego surdimensionné. Évidemment, évidemment. Et alors, dans les choses qu'il a pu dire, alors là, c'est pareil, je vais te faire un monologue qui est assez complexe, mais qui peut être intéressant. Il a pu dire, si les unités de la vie qui composent la mémoire d'un individu tiennent ensemble après la mort, n'est-il pas pour le moins possible que ces essaims de mémoire puissent conserver les pouvoirs qu'ils possédaient jadis et ainsi conserver ce que nous appelons la personnalité de l'individu après la dissolution du corps ? J'espère qu'en fournissant le bon instrument qui sera exploité par cette personnalité, nous pourrons recevoir des messages intelligents de sa part dans son nouvel habitat ou son nouvel environnement. Donc, tu vois, c'est là vraiment où c'était ses dernières pensées. Ça, c'est le dernier texte qu'il a fait juste avant de dire, OK, maintenant, je vais créer une machine, on va parler avec les morts. Tu sais que les nazis, encore eux, étaient à la recherche de cette machine. Bah, ça m'étonne pas. Bah, évidemment, voyons, comment n'aurait-il pas pu en être Ils sont autrement toujours là, de toute façon, une fois de plus. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas cités dans nos histoires paranormales. Les revoilà, les nazis. Et alors, est-ce qu'ils l'auraient trouvé ? Non, ils l'ont pas trouvé ? Non, a priori, non, ils l'ont pas trouvé. Ou alors, s'ils l'ont trouvé, ils s'en sont bien cachés d'en parler. Mais en tout cas, je sais qu'ils étaient à la recherche, ouais, bien sûr. Ouais, après on sait qu'ils étaient à la recherche de plein de choses et parfois des choses complètement folles, mais là par contre je comprends. Moi je te dis, enfin moi j'attends qu'une chose là, c'est de recevoir mon livre pour pouvoir le lire, parce que je pense qu'il y a des réponses déjà pour nous, même 100 ans après. Je pense qu'il y a vraiment des grosses réponses. Et moi je pense qu'il avait dû commencer à concevoir une machine, c'est juste elle n'était pas aboutie ou il n'a pas réussi à obtenir les résultats, c'est sûr. C'est pareil quand Tesla il dit qu'il avait trouvé la fréquence pour parler avec les fantômes. Au final, quand tu regardes un petit peu les résultats qu'il a pu obtenir, c'était pas foufou en fait. Il a reçu des messages, d'ailleurs, qu'il savait pas si c'était fantôme ou extraterrestre, mais il a reçu 2-3 petits messages, mais c'était pas des vraies communications, des vrais échanges. Et je pense que c'est ça qu'ils attendaient tous les deux. Tu sais, vraiment communiquer, des vraies communications. Et ils ont jamais réussi à le démontrer. Et ça aussi, tu vois, je trouve que ça fait écho un petit peu à ce qui se passe encore 100 ans après aujourd'hui, c'est que moi, ça me parle en tout cas. Et je peux comprendre un petit peu c'est pareil, pour moi, en fait, la fin de vie de Edison, je trouve qu'elle est un peu triste, parce qu'il a passé sa fin de vie finalement à essayer de démontrer quelque chose par rapport à la vie après la mort, par rapport au fait qu'on pourrait communiquer avec eux, parce que lui, il y croyait profondément. Et c'est un petit peu comme Hugo, en fait. C'est un peu triste, tu vois, c'est de se dire, putain, ils n'ont pas réussi finalement à démontrer ce qu'ils voulaient démontrer. Et 100 ans après, moi, en tout cas, à mon niveau de recherche, je trouve que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même discours. Moi, d'ailleurs, je me suis fait une raison, tu me diras toi, mais c'est vrai que toi, t'es un peu médium, donc c'est un peu différent pour toi, mais moi, je me suis fait une raison. Je me suis déjà convaincue que moi, jusqu'au moment où je vais mourir, je sais que je n'aurai pas de preuves. Et c'est ça qui m'a déterminée au départ quand j'ai commencé dans ce milieu, c'est que je voulais des preuves, je voulais comprendre. Plus ça va, moins je comprends. Donc ça, de toute façon, je me suis fait une raison. Par contre, j'observe des choses, j'ai des théories, ça va dans tous les sens, c'est hyper intéressant. C'est ça qui me passionne, mais je sais pertinemment que nous, notre génération, et c'était la même pour celle d'Edison et de Hugo, on n'a pas une technologie assez avancée, notre savoir est trop réduit, parce que je pense même que bien avant nous, ils avaient eu un savoir bien plus avancé, en tout cas à ce niveau-là. Nous, on s'est trop fermé depuis quelques siècles à la spiritualité, au spiritisme, et il y a des choses qu'on ne comprend plus en fait. Et du coup, entre la technologie qui n'est pas assez performante, entre notre savoir qui est complètement réduit, on en a un stade où on est toujours là en train d'observer les phénomènes et dire « Ah, t'as vu, il se passe ça, ouais, c'est bizarre, hein, tu vois ?» Et c'est tout en fait. Et je pense que
peut-être que d'ici 200 ans, 500 ans, j'en sais rien, ces phénomènes-là qu'on observe depuis quelque temps, on pourra les expliquer. Peut-être même que ça fera partie, tu sais, du paysage commun des mortels. Mhm. Aujourd'hui, on ne peut pas. Moi, j'ai accepté ça et c'est pour ça que souvent, je parle de ces phénomènes, pas en tant que phénomènes paranormaux, mais en tant que phénomènes préternaturels, des phénomènes qu'on pourra expliquer plus tard, qui sont naturels, un petit peu comme ce que disait Camille Flammarion. Ce sont des phénomènes naturels, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et moi, ça a fait écho. Du coup, Edison, ça fait écho. Il avait peut-être un putain d'ego. Il avait peut-être, son discours est nul, tu vois, de dire ouais, c'est moi qui vais créer la machine, machin. Mais je comprends sa démarche en fait, et c'est ouais. Moi, j'en sais rien. Tu dis toujours en rigolant à chaque fois, ça me fait toujours marrer quand tu me dis, mais toi, de toute façon, il t'en faut toujours plus. Ouais. Oui. C'est vrai, parce qu'en fait, j'ai beau être à l'aise dans ma médiumnité, j'ai toujours une part de moi qui se demande toujours, mine de rien, si je suis pas folle. J'ai toujours fatalement le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours, tu vois, ce qui s'est passé, typiquement ce qui s'est passé sur le dernier Ghost Hunt avec Pat Foll. J'allais dire justement, on peut le raconter justement. Voilà. Parce que déjà, alors, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait que tu as toujours l'impression d'être folle quand tu vis des trucs, tu n'es pas la seule médium déjà à me l'avoir dit. Je crois que tous les médiums y passent, à part peut-être ceux, tu sais, maintenant qui sont hyper convaincus maintenant et qui n'ont plus rien à prouver, tu vois. Mais je trouve que toi, en tout cas, tu as un raisonnement qui fait écho à tout ce que j'ai entendu jusque maintenant. Maintenant, en effet, tu vois, quand il se passe des choses qu'on peut prouver, c'est bien que tu as des bonnes communications. Donc, est-ce que tu veux commencer à raconter ce qui nous est arrivé? On a fait un ghost hunt, donc on l'a dit dans le podcast au château de Chalmazel, et il s'est passé un truc incroyable. Donc, tu peux raconter déjà le début de l'histoire. En fait, c'est vrai que moi, je suis arrivée avant tout le monde. Ouais. Du coup, j'ai pris possession de ma chambre et en fait, je me suis posée et voilà, j'ai essayé déjà un peu d'entrer entre guillemets en communication avec le lieu et de voir si je pouvais avoir des infos. J'ai tiré les cartes, etc., etc. Et pendant ce moment-là, j'entends des trucs et j'entends pas de folle, tu vois. Et je me dis, ok, chelou. Bon, voilà, chelou, c'est tout. Et c'est vrai donc, que je t'en parle. Je te dis, bon, voilà, écoute, quand on arrive, voilà. tu en parles. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parce que tu sais que maintenant, on a un rapport de confiance et je sais que des fois, tu n'oses pas parler de ce que tu ressens. Et là, tu me le dis. Donc, j'ai trouvé ça hyper cool. Mais je pense aussi que pour toi, ça devait tellement évoquer quelque chose qui voulait rien dire que c'est aussi pour ça que tu me l'as dit. Mais putain, j'ai entendu pas de folle, ça te dit quelque chose. Et moi qui connais l'histoire de Chalmazel, sur le coup, je te réponds, je fais, ouais, écoute, non, mais tu vois, moi, comme je te crois à 100%, tu vois, moi, je dis, bon, bah, écoute, garde cette info dans un coin de ta tête. Et moi, en fait, ce soir-là, en fait, donc toi, t'avais un atelier, William avait un atelier, River James avait un atelier. Et moi, je me baladais sur tous les ateliers. Donc, moi, j'ai eu cette info de toi. Je vais ensuite sur l'atelier de River James, où il utilisait la méthode Estes avec les participants. Et là, en fait, pendant une session de méthode Estes, il y a un participant qui a entendu pas de folle, à savoir que moi je n'avais pas raconté cette histoire, donc déjà j'entends ça, je fais ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu vois, là je me dis, il commence à se passer un truc. Je vais ensuite sur l'atelier de William qui lui utilisait une Ghostbox. Donc Ghostbox, c'est un appareil c'est une banque de mots en fait qui est contrôlée par un champ électromagnétique et du coup c'est simplement une machine qui va énoncer des mots, comme un petit peu Ordi Baby, hein, mais c'est du coup un truc vraiment dans le paranormal. Et du coup là. Il nous dit plein de trucs au cours de la séance. À un moment, il dit « pas de folle ». Déjà, ce terme, en fait, je ne comprends même pas qu'il soit en banque de mots dans le dictionnaire. J'hallucine, en fait. Et en fin de soirée, je me suis dit « attends, c'est pas possible ». La même chose sur les 3 ateliers, personne s'est concerté. Et moi, j'étais vraiment le lien de tout ça. C'est-à-dire que si moi, j'avais pas fait ces ateliers, personne n'aurait su, en fait. Parce que si tu préfères... River James et William, à ce moment-là, quand ils ont ces termes-là, ils se disent « ouais, c'est chelou », mais ils allaient pas le retenir, en fait, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, je fais « non, c'est pas possible ». Donc, quand on est reparti, j'ai simplement parlé à la propriétaire, je lui ai dit, voilà, parce qu'elle m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai dit, bah, il s'est passé ça, 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 et je lui ai dit, entre autres, il y a un truc vraiment étrange, c'est que sur 3 ateliers différents, et sur différentes méthodologies, il y a un terme qui est ressorti. Et je lui dis, elle me dit, oh, je sais pas du tout ce que c'est, ça me dit rien. Mais tu vois, ce qui est cool, parce qu'on aurait pu s'arrêter là et c'était fini, elle est partie, elle, faire son enquête, elle a demandé à d'autres personnes qui maîtrisaient bien aussi l'histoire du château, et il y a bien une personne qui a vécu au château, qui s'appelait Marthe, qui avait un pied beau et qui était surnommée pas de folle. Et là, tu vois, quand tu arrives à... Alors déjà, nous, en termes d'enquête, si tu arrives
à retrouver dans les archives historiques des liens comme ça, c'est énorme. Mais alors toi, en tant que médium, pour toi, c'est génial en fait. Ça t'arrive souvent, ça, ou pas, de trouver des preuves de ce que tu avais pu énoncer? Bah non, parce que tu vois, comme tu dis, ça aurait pu très bien passer dans les méandres. Déjà, j'aurais pu ne pas en parler, parce qu'effectivement, comme tu le dis si bien, comme j'ai toujours cette espèce de syndrome de Mm. l'imposteur, c'est terrible, et voilà. Deux, si t'avais pas fait les ateliers, même si je t'en avais parlé, ça se trouve, ça serait passé à la trappe. Mhm. Donc effectivement, je trouve que c'est nickel. À la limite, moi, ça tombe dans une période où ça me fait du bien d'être rassurée aussi. Donc Mhm. je trouve que c'est vraiment chouette. Si c'est un petit signe pour moi, en tout cas, c'est cool, c'est gentil. Mhm. Mais et en même temps, tu vois, j'ai quand même encore ce truc de me dire, waouh, je suis totalement abasourdie. Et la petite voix tout de suite derrière m'a rattrapée en me disant, ouais, enfin si ça se trouve, c'est juste une coïncidence, quoi. Mais bon, ça, excusez-moi, sorry, c'est moi. C'est normal. Oui, oui, puis moi, je peux te comprendre à Voilà. 100%. Et en même temps, tu vois, là, je pense qu'en tout cas, c'est pour ça que moi, il y a souvent, j'essaye de vous, enfin, et c'est normal, c'est ma démarche, j'ai besoin de tout démontrer, j'ai besoin d'avoir des preuves. Toi, tu le sais, je suis chiante avec ça. Moi, il me faut ma Mm. preuve, en fait. Là, pour moi, pour cette soirée, on l'a eu. Il y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. Moi, c'est bon, j'ai eu mes réponses. Il s'est passé un truc hyper intéressant. Du coup, moi, mon message derrière, ça a été écouté à la propriétaire. Je lui ai dit, écoutez, apparemment, il y a quelqu'un qui a essayé de se faire connaître très très fortement lors de cette soirée. N'hésitez pas, si vous êtes vraiment ouverte à ça, essayez de parler, essayez de communiquer. On sait jamais, en fait. Il y a peut-être Mm. quelqu'un là à présent qui essaye de communiquer. Et mais tu vois, ça résume bien tout ça quand même, la difficulté des enquêtes du paranormal, la réalité du paranormal, la réalité que, ok pour débunker, ok pour aller essayer de démontrer quelque chose, mais c'est pas facile en fait. Et même avec les plus grands inventeurs, même avec les plus grands littéraires, tout ça, c'est bien, on s'y intéresse, mais au final, bah, personne n'a rien démontré. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, personne ne démontrera rien en fait. C'est ça le truc. Donc, Ouais, c'est ça, et compliqué. puis, mm, ouais, et puis, enfin, je sais pas, ouais, c'est compliqué. Moi, j'avoue, en rigolant, je dis toujours, j'attends la preuve ultime, mais qu'est-ce que la Mais preuve pareil, ultime? mais c'est ça. Jusqu'où est-ce qu'il faudra s'arrêter? J'ai vécu des déplacements d'objets à Fougeray, des trucs de fou en pleine lumière, je précise, en Mmh, pleine lumière, des mmh. trucs vraiment de malade, et ça me suffit pas, en fait, tu vois? C'est pareil. Je sais pas. C'est pareil. Moi, le truc, en fait, maintenant, ce qui a été compliqué, c'est que moi, quand j'ai commencé, je voulais assister à des phénomènes simples, des phénomènes comme ça, pour me prouver qu'il y avait une vie après la mort. J'y ai assisté, et c'est pas que ça m'a pas suffi, c'est plus que ça m'a questionné sur d'autres choses en me disant, mais attends, tu sais, même quand il y a des PVE, Mmh. qu'est-ce qui te fait dire, en fait, que c'est des personnes qui sont décédées qui font tout ça, en fait? Pourquoi ce serait pas autre Ouais, chose, en fait? Pourquoi il n'y a pas un autre truc que tu maîtriserais pas? Pourquoi tout de suite les fantômes? Et là, c'était foutu, en fait, tu vois. À partir de là, c'est c'était ça. si simple avant quand j'avais juste mes croyances. Et en fait, depuis maintenant, je cherche la preuve vraiment qui me démontre que c'est bien des défunts avec qui on est en contact. Parce que moi, par contre, ce que je vais pas nier, c'est qu'il y a bien des phénomènes paranormaux. Ça, c'est sûr à 100%. Il y a plein de phénomènes autour de nous qu'on ne peut pas expliquer. Et j'en vis assez en enquête et j'en vis assez chez moi. Et toi, c'est pareil pour vraiment le Mmh. confirmer à 100%. Mais notre démarche, elle est exactement comme Thomas Edison, comme Flammarion, comme toutes ces personnes qui sont dans le paranormal depuis 100 ans, 200 ans. C'est qu'on voudrait le démontrer, avoir la preuve ultime. Et après, bah, je pense qu'elle est personnelle. Et moi, tu vois, quand je me dis, OK, qu'est-ce qui, toi, pourrait te prouver que ce sont bien des défunts qui nous parlent, bah, j'arrive même pas à trouver la réponse, en fait. Toi, je sais pas si tu l'as trouvé. Moi, je sais pas ce Ah qui. non, Ah, non, je c'est sais pas horrible, non hein. plus. Donc toi, par exemple, parce que toi, c'est différent, en plus, t'es médium. Toi, si c'est pas des défunts qui te parlent, c'est quoi Je sais pour pas. toi? C'est J'en fou. ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai toujours, je sais pas. Ouais, non, mais c'est ça. Je Moi, me je dis, suis tu pareil. sais, je me demande des fois, jusqu'où, parce que notre cerveau, on en connaît au final, on connaît pas les 3/4 de Ouais. l'utilisation de notre cerveau. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait, tu vois, jusqu'où il pourrait créer des choses, j'en sais rien. Ouais, ouais. Oui, il pourrait créer aussi, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment autour de nous qu'on peut pas maîtriser? Tu vois, moi, je suis vachement plus maintenant, mais c'est pareil, c'est tellement compliqué à démontrer, encore plus que les fantômes. Je suis beaucoup plus sur la distorsion du temps, la notion du temps qui serait pas du tout celle qu'on penserait, Mm. et les dimensions parallèles, des choses comme ça.
Mais c'est pareil, c'est pire, quoi. Et puis là, c'est vraiment la science, en fait. Donc, tu vois, c'est complexe. C'est complexe, tout ça. Ouais, moi je pense que je ne saurais jamais, peut-être quand je serai passée de l'autre côté, et encore, qui sait. Et encore. Comme on sait pas comment ça S'il y a bien fonctionne. d'autre côté. C'est ça, exactement. Voilà. Si tu vois qu'un Thomas Edison n'a pas vraiment réussi à faire avancer les choses, c'est chaud, quoi. Je vois pas ce qu'on peut faire. C'est clair. Bon, en tout cas, c'était assez fascinant de se rendre compte que des grands noms comme ça, des savants, des hommes dans la littérature étaient à fond dans le paranormal, ont développé des choses, ont eu des fonctions importantes. Bon, après, avec parfois un dessin tragique, mais c'est fascinant quand même tout ça. Et encore, là, on n'en a fait que 4, mais il y en a d'autres en fait. Hein, donc peut-être qu'il y aura un bis à ce podcast, mais il y a d'autres personnes qui ont fait de grandes choses. Ah, vas-y. Si tu me laisses 2 petites minutes, je vais être vraiment hyper rapide pour pas que ce podcast dure 3h30. Mais quand on a préparé le podcast, j'étais chafouin. Pourquoi ? Parce que nous avions 4 hommes, 4 mecs. Je sais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup chafouiné. Oui, et en même temps, c'est culturel, historique, puisque à cette époque-là, voilà, il n'y avait pas de grandes femmes, entre guillemets. Alors, je mets des guillemets, hein, c'est vraiment je comprends ce que tu veux dire. On est bien d'accord. Les femmes, à cette époque-là, étaient médiums, parce que c'était un truc de nana, hein, les émotions, la sensibilité, voilà. Et le reste, c'était aux mecs. Mais dans mes recherches, et c'est pour ça que je voulais le noter, parce que j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'ai trouvé une grande femme qui est entrée à l'Institut général de psychologie, créé en 1899 en France. Une grande femme scientifique, un couple même, devrais-je dire, parce qu'en fait, bon, au final, si je développe un peu plus, on se rendra compte qu'elle en avait un peu rien à carrer et qu'elle a un peu fait ça pour son mec. Mais quand même. Merde, d'accord. C'est Marie Curie. Ouais, je savais. Ouais, c'est fou. Voilà. Hein. Pierre, alors, il faut savoir que dans le couple, c'est Pierre qui était à fond là-dedans, en fait, qui lui pensait que justement, avec les radiations, etc., il pouvait amener la justification, en fait, des phénomènes paranormaux. Et donc, avec Marie, ils sont rentrés à l'Institut général de psychologie alors, je ne sais plus quelle année. Ils y sont restés 4 ans. Ils ont pratiqué 40 séances de médiumnité avec Zappia Palladino, dont on parlait tout à l'heure. Ils ont fait des expériences avec elle, notamment avec les tables tournantes, c'est-à-dire qu'ils lui ont attaché les pieds, les mains, etc., etc. Et juste au moment de sa mort, Pierre était en train de travailler en fait sur une machine qui étudiait le souffle pendant qu'elle parlait. Marie, elle essayait de mettre en relation avec les phénomènes de radiation, de choses comme ça. Et en fait, tous les deux, du coup, se sont intéressés à ces phénomènes-là. Malheureusement, c'est vrai que Marie, elle a quand même fait ça plus pour faire plaisir à Pierre qu'autre chose. Et quand Pierre est décédé, Marie a carrément abandonné et elle est morte 23 ans plus tard. Mais tout de même, elle a quand même si elle a fait ça pour Pierre, elle aurait pu dire après tout, écoute, moi ça m'intéresse pas, tu y vas tout seul, Coco, et puis moi tu me laisses tranquille, tu vois, avec mes petits, ma petite table de chimie là. Et elle l'a quand même fait. Elle était quand même suffisamment ouverte pour tenter les expériences. Et voilà, je trouve que du coup, ça méritait qu'on en parle un tout petit peu. Absolument, tu as complètement raison. Et je pense que de toute façon, en effet, on pourra faire un bis à la rentrée avec des femmes. On va trouver, parce que je suis certaine qu'elles existent. C'est juste ça va être plus dur à trouver, je pense. Donc si ça te va, on fera un bis avec des femmes. Avec plaisir. Top. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir qu'on partage ce podcast. Ce sera notre dernier avant l'été. On va se faire un petit break estival et on va se retrouver à la rentrée. En attendant, bien évidemment, on va être présente sur nos réseaux. Alors, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Julie ? Sur Instagram, avec toujours le même nom Insta, un peu chelou, Julie est en toutoune. N'hésitez pas à la suivre parce qu'elle continue à faire des posts sur sa passion qui est la thanatologie. Vous pouvez aussi retrouver l'Instagram du podcast qui est Who You Gonna Call tout en attaché _podcast. Et moi aussi, tout ce que je fais. Alors, si vous allez sur Instagram, vous allez sur Vanessa-Paranormal Life. Et là, en fait, vous allez trouver un lien Linktree. Il y a tout ce que je fais partout. Donc, ce sera plus simple. Et ensuite,
Alors, ce sera plus dès la rentrée aussi, parce que là, il y a un gros break de tout. Vous pourrez nous retrouver sur les Nuits Ghosten, puisque Julie aussi en fait partie, River James et William, et nous rejoindre dans des lieux présumés hantés pour pouvoir enquêter avec nous. Donc ça, c'est lesnuitsghosten.com et sur Instagram, nuitsghosten. Voilà. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. C'était très cool. On a encore appris plein de choses. Je te souhaite un bel été, ma Julie. Profite bien. Et puis, on se retrouve à la rentrée. OK ? Eh ben, écoute, un bel été à toi aussi, Vanessa. J'en profite, chère Vanessa, pour te dire un grand merci de ma part et de la part de tout le monde de nous faire vivre des choses extraordinaires, que ce soit en Ghost Hunt, avec ce podcast ou avec toutes tes recherches. Merci d'exister. Tu nous fais du bien. Oh là là, oh my goodness! Tu veux que je pleure ou quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais que ça me touche beaucoup. Je suis très, très mal à l'aise avec tout ça. Mais merci. Et puis, moi, c'est un plaisir, évidemment. Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour tous les gens qui nous suivent et qui nous apportent de l'amour parce qu'on reçoit des messages. C'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps, mais on reçoit des messages privés incroyables. Vous êtes les meilleurs vraiment. Donc tout mon amour va vers vous et c'est ça qui nous motive en fait, parce qu'on gagne pas du tout d'argent avec ce podcast. C'est ça qui nous motive, c'est de vous faire plaisir et de voir que ça vous plaît. Donc merci à vous d'exister, merci à toi de me faire confiance et de partager ce podcast avec moi parce que sans des personnes comme toi ou Cécile, ce podcast n'existerait pas non plus. Donc, merci beaucoup. Oui, merci. Allez, des bisous avant qu'on se mette tous à pleurer et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. À bientôt. One other thing. Do you believe in ghosts?